Allez, dans moins de 2 heures maintenant, l'Euro 2016 démarre. Les Bleus vont entrer en scène. Ils vont affronter sur la pelouse du Stade de France la Roumanie pour ce match de poule. Cette compétition, vous le savez, qui s'ouvre dans un climat particulier en France, dans un climat de grève. Une compétition qui démarre sous très très haute sécurité en raison des risques d'attentats. On va en parler avec nos invités. Avec vous, Hubert Artus, bonsoir. Vous êtes journaliste foot, mais aussi société pour l'hebdomadaire Marianne, auteur de Galaxy Foot, dictionnaire rock, historique et politique du football. C'est tout un programme, mais c'est aux éditions Point. Avec nous, Claude Tarlet, bonsoir. Bonsoir. On va parler beaucoup de sécurité avec vous, Claude Tarlet, puisque vous êtes le président de l'Alliance nationale des activités privées de sécurité. Vous avez travaillé avec les autorités françaises, justement, pour mettre au point la sécurité de cette compétition, avec 15 000 agents de sécurité qui vont venir épauler les agents publics. Dominique Courdier, bonsoir. Vous êtes directeur de l'information du Newstank Football. Et puis avec nous, Florent Rodeau, qui est chroniqueur sport à France 24. Avant de commencer ce débat, nos confrères de France 2 ont suivi les supporters. Et ils sont des millions aujourd'hui en France à espérer la victoire de l'équipe de France. Leur enthousiasme, leur pronostic, reportage. Le cri de ralliement n'a pas changé et on n'a sûrement pas fini de l'entendre. Ce matin, le séminaire de fin d'année de cette entreprise se fait aux couleurs de la France. On y croit parce que cette année c'est en France, donc du coup on est vraiment à fond dedans, on a une belle équipe et voilà, donc on a envie d'aller au bout. Du bleu, du blanc, du rouge sur la place du Capitole à Toulouse, dans les vitrines d'Amiens ou dans les rues de Lyon. Les pronostics ont commencé et les Français, bien sûr, sont favoris. 2-0. Également 2-0. Giroud. Giroud, également, avec Griezmann. Je dirais 2-0. 2-0 pour la France. Ouais, pour moi. Qu'il fasse plaisir, qu'on remporte cette Coupe d'Europe. Vous y croyez là, aux chances de la France? Ouais, en France, oui, bien sûr. On a tous besoin d'avoir un peu la fierté en nous. La France est grande, est belle. Allez les Bleus. Les supporters y croient et les autres, comme ce patron de café parisien, espèrent bien que l'Euro va enfin chasser la grisaille tenace qui s'est abattue sur la France. Ça crée de l'animation, ça crée de la vie. Et puis justement, on a eu une période qui n'était pas facile avec des inondations, de la pluie. On a eu un mois de mai catastrophique. Ça va être chaud. Il va y avoir une ambiance de tonnerre. De tonnerre. On va faire péter la baraque. Parce que la Roumanie va gagner. Ah non, la France. Ça sera la France. Alors, l'attaquant Antoine Griezmann redonnera-t-il le moral aux Français? En tous les cas, ces derniers jours, c'est son maillot qui se vend le plus dans les magasins spécialisés. Allez, Hubert Artus, est-ce qu'on a des chances de le gagner, cet Euro? Déjà, je me réjouis de vous voir si à l'aise avec la balle en main. Oui, Alors, franchement, j'y crois peu. Moi je vois bien la France en quart de finale ou surtout en demi-finale. Bon, on est quand même, pour ce qui est de l'équipe de France, encore dans un renouvellement de génération, dans un système qui se remet en marche. Je sais que Deschamps avait été nommé en 2012, non seulement pour faire une bonne Coupe du Monde 2014, mais pour que l'Euro en France soit réussi. Je pense que déjà il serait réussi si on faisait une bonne demi-finale. On n'est pas obligé de gagner pour marquer les esprits. Ça, c'est un peu le romantisme à la française, ça peut être beau de perdre. Il faut faire une belle compétition et il faut que l'équipe joue bien ensemble. Il vaut mieux perdre en demi-finale de manière honorable, après avoir montré des belles choses, une belle entente, une belle osmose, plutôt que d'arriver en finale un peu comme en 2006 où on ne savait pas trop comment ils étaient arrivés en finale. Enfin, sportivement, on le savait, mais pas au niveau de l'esprit. Donc non, moi je vois plutôt l'Allemagne qui, elle, justement, est en avance, à mon sens, sur l'équipe de France, dans ce renouvellement de génération, dans cette osmose collective, citoyenne. Ils ont gagné comme ça en 2014, ils avaient surpris comme ça en 2010, ils sont encore en forme. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'Espagne ne gagnera pas, parce qu'après avoir eu cet élan-là, 2008 Euro, 2010 Coupe du Monde, 2012 Euro, 3 compétitions de suite qu'ils ont gagnées, ils sont eux pour le coup en fin de cycle et ils sont en train d'entamer un renouvellement de génération. Ils sont en gros là où était l'équipe de France en 2013, à mon sens. Florent Rodeau, vous êtes d'accord avec Hubert Artus? Je suis assez d'accord. Moi, je place. Si on peut aller jusqu'en demi-finale, oui, moi je demi-finale, ça serait déjà pas mal. Ouais, ce sera un résultat bien sûr honorable. Je suis assez d'accord. Moi aussi, je vois l'Allemagne un grand favori, championne du monde en titre. On le sait. Bon, elle a perdu Philippe Lahm en défense. Oui. On en parlera un petit peu plus tard. L'équipe de France a de beaux atouts. Il faut le dire. Antoine Griezmann qui a flambé sur la scène européenne cette année. Dimitri Payet qui est auteur également d'une bonne saison. Bon. Olivier Giroud, le numéro 9, fait un petit peu débat. Au milieu de terrain, c'est une équipe assez solide.
Vous le savez, là où le bas blesse en équipe de France, c'est la défense. Hein. Après, bien sûr, les blessures de Varane, la suspension de Sakho, la blessure de Mathieu. Lassana Diarra aussi. Lassana Diarra, milieu défensif, qui a été remplacé par Kanté. Là, on peut s'interroger sur la perte de l'équipe de France. C'est vraiment dans le secteur défensif où le bas blesse en équipe de France. Et on le sait, pour remporter une grande compétition, il faut avoir une défense solide. L'Espagne, qui a remporté les 2 derniers Euros, n'a pris que 4 buts lors de ces 2 compétitions, lors des 12 matchs. Donc vous le voyez, il faut avoir une défense solide. Dominique Courdier, allez, vous voulez pas nous dire, pour nous faire plaisir, que la France peut aller jusqu'en finale? Parce que là, je suis un peu déçu, moi. On est le 10 juin, on n'est pas le 10 juillet. On n'est pas le 10 juillet, on est le 10 juin. Le 10 juillet, on peut refaire une émission à la même heure. On sera à 2 heures de la finale de l'Euro. Et si la France parvient en finale, on pourra s'interroger sur ses chances de gagner. Là, aujourd'hui, elle est devant son premier match officiel depuis la Coupe du Monde 2014. Depuis France-Allemagne, d'ailleurs. Donc, c'est ce France-Roumanie qui est important. C'est l'entrée dans ce tournoi qui est important. Lizarazu, qui a un peu d'expérience, disait qu'il y a 2 matchs difficiles dans un tournoi, c'est le premier et le dernier. Là, on est devant le premier, donc restons d'abord sur le premier et essayons déjà de vaincre face à la Roumanie. Pour arriver en finale, il y a 6 matchs. Hein, la finale est le 7e. La finale est le 7e. Et donc, on a quand même de bonnes chances face à la Roumanie. Oui, je crois que les 10 derniers matchs amicaux, on a gagné face à la Roumanie. Hein. Normalement, à domicile, face à la Roumanie, ça devrait bien se passer. Mais il est difficile de la remarquer des buts. C'est l'équipe qui a pris le moins de buts pendant la phase éliminatoire et c'est pas facile de la remarquer des buts. L'Euro 96, qui était un peu, c'était le dépucelage, si je puis me permettre, de l'équipe de Zidane, de Djorkaeff, d'Aimé Jacquet et Didier Deschamps. Ils avaient, au premier tour, au premier match, hein, c'était un Euro qu'ils disputaient en Angleterre, ils avaient rencontré la Roumanie, ils avaient gagné que 1-0. But de Christophe Dugarry. But de Christophe Dugarry, effectivement. Voilà. Allez, on va retrouver Benoît Perrochet, il est au Stade de France. On est maintenant à moins de 2 heures du coup d'envoi de ce premier match. Et vous le disiez Dominique Courdier, hein, c'est important, le mental, la manière dont on va rentrer dans ce premier match pour le reste de la compétition. Benoît Perrochet sur place. Tout d'abord, Benoît, est-ce qu'il commence à y avoir beaucoup de monde dans ce Stade de France qui a été placé sous très haute sécurité ? Oh oui, il y a déjà beaucoup de monde, Vanessa. Vous savez que les autorités avaient demandé aux supporters pour ce match d'ouverture d'être présents le plus tôt possible. Les portes du Stade de France ont ouvert 3 heures avant la rencontre, à 18h. Et ça y est, on peut vous le dire, cette équipe de France, elle vient d'arriver ici pour ce match d'ouverture. Guy Stéphane et Didier Deschamps. Guy Stéphane, c'est l'adjoint de Didier Deschamps. Les premiers à sortir du bus, des visages très concentrés. Ces Bleus qui connaissent l'importance de ce match d'ouverture, ce frisson de la compétition qu'ils n'ont plus connu depuis maintenant 2 ans, depuis ce quart de finale perdu au Stade Maracana face à l'Allemagne. Ça y est, l'équipe de France va à nouveau revivre ça et on va le vivre également avec eux. Donc beaucoup de supporters, évidemment, ici le Stade de France ce soir sera plein. Sachez qu'il y aura un petit quart d'heure de cérémonie d'ouverture avec en guest star David Guetta, le DJ français qui a donné un concert inaugural pour ouvrir la fan zone hier au pied de la Tour Eiffel devant 82 000 personnes. Ils seront au moins autant ce soir au Stade de France. Il y aura également 600 danseurs. Le thème de cette cérémonie d'ouverture, bienvenue en France, 600 danseurs, des danseuses du French Cancan, la patrouille de France. Voilà un Stade de France en bleu, blanc, rouge ce soir. Mais avant de se rendre au Stade de France, un mot sur la sécurité et sur le parcours type du supporter, puisque vous savez qu'il y a énormément de barrages, beaucoup de sécurité, 1100 policiers déployés autour du Stade de France. Un premier filtrage sur la route du stade à la sortie du métro, un deuxième filtrage avec des agents de sécurité et des policiers armés avec les premières palpations, les vérifications des billets, les supporters qui entrent ensuite dans une zone intermédiaire où ils peuvent se restaurer avant d'accéder en tribune. Et avant d'accéder en tribune, un troisième et dernier contrôle avec cette fois des détecteurs de métaux. Tout a été fait au niveau des forces de l'ordre, au niveau de la sécurité pour que ce match d'ouverture se passe sans problème. Merci beaucoup Benoît Perrochet. On vous retrouve, si vous le voulez bien, Benoît, aux alentours de 19h50, après de 1 heure donc, de ce coup d'envoi de ce match France-Roumanie. Justement, la sécurité, Claude Tarlet, vous êtes président des sociétés de sécurité, je le disais, vous travaillez en coopération avec les autorités françaises pour la sécurité de ce championnat. Ce soir, ce qu'on peut dire en tout cas sur Paris, c'est que l'ensemble des effectifs sont déployés au Stade de France et au pied de la Tour Eiffel, là où se trouve la fan zone. Alors ce soir, en effet, tous
tous les effectifs sont déployés. Alors nous y travaillons depuis plus d'1 an et demi. Il est vrai qu'au moment où nous avons commencé à mettre en place ce dispositif en lien avec l'État, nous ne vivions pas la situation que nous vivons aujourd'hui. La menace terroriste n'était pas aussi présente. Les mouvements de société que nous vivons n'étaient pas présents. Le hooliganisme fait partie évidemment des préoccupations. Et puis on a aussi la délinquance qui profite de ce moment de désordre pour peut-être tenter de se développer. Bref, pour les entreprises privées de sécurité, elles sont une soixantaine aujourd'hui mobilisées autour de cette opération, des grandes, des moyennes et de plus petites. Ce sont des hommes en civil, essentiellement? Non, ils sont en tenue, avec parfois évidemment des équipements dédiés dans les stades comme dans les fan zones. Ce sont 2 dispositifs qui reposent sur une organisation identique dans les stades et dans les fan zones, mais qui ont des logiques qui sont différentes. Le stade est un espace clos. Il est sécurisé. Les entreprises privées ont depuis de très nombreuses années une grande pratique de la sécurité des stades. Elles n'ont pas toujours été suffisamment écoutées et entendues, mais en tout cas, elles ont réussi à faire en sorte qu'avec l'appui du ministère de l'Intérieur, un certain nombre de dysfonctionnements soient corrigés et ajustés. 1300 personnes au Stade de France. Comment on sécurise justement ce Stade de France, 1300 personnes? Alors votre reportage le dit très clairement, un premier niveau, un cordon, si je puis dire, de sécurité publique, police, gendarmes essentiellement, et militaires pour partie. Un deuxième filtre qui lui est organisé par des agents privés de sécurité, et puis ensuite un troisième niveau de contrôle, palpation et vérification, encore organisé par des agents de sécurité privés. Ce qui relève du maintien de l'ordre dépend de l'État et de l'État seul. Et ce qui relève du contrôle et de la prévention à l'intérieur de l'enceinte relève des entreprises privées de sécurité privée. Donc il n'est pas question pour nous d'être présents sur un terrain autre que celui de l'organisation du filtrage et du contrôle à l'intérieur des stades. La police et la gendarmerie et les militaires sont en appui important. Nous avons le même phénomène, mais nous y reviendrons tout à l'heure dans les fan zones. Mais dans les fan zones, c'est plus complexe, parce que ce sont des espaces qui sont privés à l'intérieur d'un espace public. Tout est clos, tout est sécurisé, des moyens importants ont été dégagés, mais bien évidemment, compte tenu de la situation que nous vivons, le risque peut exister. En tout cas, nous faisons le maximum pour qu'il soit limité. Dominique Courdier, vous voulez réagir? Je voulais demander à Claude Tarlet, il avait été dit il y a quelques semaines, quelques mois, que les compagnies de sécurité privée avaient du mal à recruter. Est-ce qu'elles ont pu recruter à temps? Est-ce que le personnel est suffisamment formé pour accomplir les tâches qu'on leur demande? 13 000 personnes sur le terrain, 8 500 dans les stades, un petit peu plus dans les fan zones. Les dispositifs sont ajustés. Nous avons préparé en réalité ces effectifs depuis plus d'1 an. Des modules de formation spécifiques ont été organisés. Et il a fallu recruter également une population féminine importante pour être au niveau nécessaire pour les palpations. C'était une des préoccupations fortes il y a encore peu de temps. Bref, ce n'a pas été un exercice facile parce que pour ce secteur, mobiliser sur une aussi courte période autant de femmes et d'hommes qualifiés, compétents et capables de faire le métier de façon rigoureuse est un challenge. Il faut dire simplement que nous avions déjà été fortement mobilisés après les attentats du 13 novembre. Donc beaucoup de ces entreprises avaient déjà préparé un certain nombre de femmes et d'hommes pour mener cette action. Ceci nous a aidés. Mais jusqu'à il y a 1 mois, nous étions encore de manière très attentive engagés pour vérifier que sur le papier, mais sur le terrain, tout serait réuni. Aujourd'hui, et on voit ces images en direct, si on peut les revoir. Voilà, ces images donc de supporters qui arrivent au Stade de France. Stade de France, je crois que c'est 80 000 personnes, c'est ça, à l'intérieur de 80 000 spectateurs. On se souvient aussi que c'est quand même un stade, évidemment, ce soir qui est sous très haute sécurité, parce qu'au moment des attentats du 13 novembre, le Stade de France avait été visé par un kamikaze. Et là, d'ailleurs, on ne peut rien faire. Il faut se dire clairement les choses. C'est-à-dire un homme qui vient devant une porte et qui vient se faire sauter, agent de sécurité privé, public, voilà, il n'y a aucun moyen de réaction possible. Là, il faut saluer ce qui s'est passé parce que j'étais parmi les 60 000 et quelques personnes qui étaient alors, dans la tribune de presse pour ce qui me concerne, mais donc j'ai vu, on est resté les journalistes jusqu'à minuit, minuit et demi, l'évacuation totale, et on a vu la sérénité, le professionnalisme, la rigueur aussi, de l'évacuation du stade qui a été longue, parce qu'après le match, les gens ont commencé à apprendre en rallumant leur smartphone parce que la 3G et la 4G ne passent pas très bien sur un stade de foot. Là, ça s'est amélioré, mais tout le monde n'était pas au courant. Ils ont été au courant à la fin. Au moment où ils sont sortis, il y a quelqu'un qui avait fait péter un... Ils ont appris, donc ils ont eu peur de prendre le RER seul, donc ils ont voulu rentrer dans le stade parce que là, il y avait des gens. Et c'est ça, les supporters et les gens qu'on revoit sur la pelouse dans les fameuses images après. C'est des gens qui ont voulu re-rentrer par peur, parce qu'ils ne voulaient pas prendre le RER et parce qu'il y avait un pétard, juste un pétard qui avait explosé, donc tout le monde avait cru à une bombe. Et à ce moment-là, on a vu les stadiers, les forces de l'ordre, les personnels de sécurité privés, qui a dans une grande sérénité, en 1h30, fait sortir de la pelouse, puis du stade, puis de l'enceinte, et puis de
du lieu les 30 000 ou 40 000 personnes qui étaient rentrées. C'était saisissant à voir. Vous mettez là en évidence le fait qu'il y a quand même depuis quelques années une coopération très forte aujourd'hui entre police, gendarmes, militaires, policiers d'ailleurs municipaux également, dans les villes qui accueillent des compétitions et des fan zones, et la sécurité privée. Donc c'est une architecture qui a petit à petit au fil des années... Qui est nouvelle d'ailleurs. Qui est nouvelle, c'est-à-dire que la sécurité privée... Il n'y avait pas en 98 Non, pas du tout. En 98, la sécurité privée ne représentait pas un tel poids dans la société, et le lien de partenariat, de confiance avec l'État n'était pas à ce niveau. Aujourd'hui, 170 000 personnes vivent quotidiennement dans cette filière de la sécurité privée. Et c'est donc une force importante. Alors on peut s'interroger sur l'opportunité de disposer effectivement d'une telle filière. On peut se poser des questions sur l'éthique, sur la compétence, sur la transparence, mais depuis la création du Conseil national des activités privées de sécurité, qui est en quelque sorte un ordre qui régule et contrôle l'ensemble de la filière, bien évidemment sous la maîtrise du ministre de l'Intérieur, il y a des progrès considérables. Et puis c'est un secteur qui est attractif pour des femmes et des hommes, pour peu que l'on crée des métiers et que l'on soit capable de les faire évoluer, de leur donner des perspectives de carrière. Finalement, l'euro, pour nous, c'est aussi ce challenge, c'est de montrer que ce secteur a de l'avenir et qu'il peut être une réponse au problème de l'emploi. Qu'il a de l'avenir, mais enfin, en tout cas... Et dans la société, malheureusement, il faut être lucide, ni angélique, ni anxiogène, dire la vérité, ce secteur, malheureusement, a de l'avenir. Je vais vous donner, Florent Renaud, la parole. On va faire une petite pause, si vous le voulez bien. 2 points ce soir, hein. C'est le Stade de France, 80 000 personnes donc, pour assister dans 1h30 maintenant à cette rencontre France-Roumanie. Et on va parler de l'aspect sportif dans un instant, parce que la France, finalement, elle est quand même dans un bon groupe. On va quand même Vous voulez les voir gagner. Un groupe à sa portée. Oui, mais je veux l'avoir gagné, cette France. Voilà, les images en direct du Stade de France. Et puis l'autre point à Paris, pour ceux qui ne peuvent pas aller au Stade de France, eh bien c'est au pied de la Tour Eiffel. C'est cette fan zone, c'est donc cet espace privé dont vous nous parliez à l'instant, Claude Tarlet, et qui peut accueillir 90 000 personnes. Absolument. Et ce soir, qui sera également sous très haute sécurité, 90 000 supporters qui pourront suivre cette rencontre France-Roumanie sur écran géant. Et on va en parler du sport et des chances de l'équipe de France et de sécurité également, du hooliganisme, parce qu'on apprend ce soir eh bien, qu'il y a eu encore des affrontements entre des supporters anglais et la police à Marseille ce soir. A tout de suite.